s'asseoir. Vous vous asseoir. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour, Mme la greffière. Donc, Identification des parties. Bonjour tout le monde, Simon Tremblay pour la commission. Bonjour, M. le commissaire. Bonjour à tous. Sébastien Laprise, l'anglo avocat pour la Société d'assurance auto du Québec. Bonjour à tous. Bonjour, M. le commissaire. Audrey Gagnon de chez Langlois pour la Société également. bonjour. Bonjour, M. le commissaire. Félix Vallée pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, M. le commissaire. Jérôme Leclerc pour la Société d'assurance automobile du Québec. Matin. Bonjour, Monsieur le commissaire. Audrey-Anne Blais pour le procureur général du Québec. Matin. Alors, on va débuter la semaine avec le prochain témoin, le 43e de nos travaux. Il s'agit de Marilyn Lalonde. Donc, Mme la greffière, c'était possible pour vous de la sermenter. Bonjour. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité et toute la vérité. Dites « je l'affirme ». L'affirme. Vos noms et occupations. Marilyn Lalonde, CPA auditrice. Merci. Témoin. Merci. Alors, bonjour, Mme Lalonde. Bonjour. On va commencer avec quelques petites questions introductives. Tout d'abord, parlez-nous de votre formation académique, pardon. Oui, post-secondaire. Là. Faut présumer que vous avez un DS. Parfait. J'ai fait un DEC-Bac en comptabilité, en fait, un DEC-Bac en sciences comptables. Donc, c'est un programme condensé là, qui vient... Est-ce que je parle assez fort? Oui, parfait. C'est un programme condensé, en fait, qui permet de faire en accéléré une technique en comptabilité et gestion au cégep, puis combiné avec le bac en sciences comptables à l'UQTR. Ensuite de ça, j'ai poursuivi à l'UQTR là, pour faire le coaching, en fait, là, pour passer l'examen DCA à l'époque. Et puis, à l'UQTR, là, on offrait la possibilité de faire à la fois le MBA, la maîtrise en administration des affaires, combiné avec le coaching pour l'ordre DCA. Et j'ai passé l'examen final uniforme là, pour l'ordre DCA. Donc, maintenant, avec la fusion des ordres comptables, là, je suis CPA auditrice. La différence entre un CPA et un CPA auditeur ou auditrice dans votre cas? Auditeur, c'est en fait, c'est qu'on a les heures de qualification en audit pour pouvoir signer auditeur. Là. Avec le programme de CA à l'époque, là, ça venait ensemble. En fait, on devait faire un certain nombre d'heures en audit. Parfait. Et vous êtes toujours membre de l'Ordre des CPA, là où on se parle? Oui. On va parler maintenant de votre expérience professionnelle. Donc, parlez de votre cheminement à la sortie de l'université. Oui, bien, pour avoir le titre là, de CA, il faut faire plusieurs stages en cabinet comptable pour totaliser un total de 24 mois. Donc, j'ai fait des stages en bureau comptable, puis ensuite, j'ai poursuivi dans les bureaux comptables aussi au privé. La majeure partie de mon expérience s'est passée chez Raymond Chabot Grant Thornton à Trois-Rivières. Et puis, ensuite de ça, j'ai passé les concours pour aller travailler au vérificateur général du Québec. Et puis, ça a été quand même un peu long avant de passer les concours puis de recevoir un appel. Donc, j'ai déménagé à Québec, en fait, puis j'ai travaillé quelque temps chez Dallaire Forêt-Kirouac, qui est un autre bureau comptable, en attendant d'être appelée au vérificateur général. Puis j'ai travaillé en audit de performance là-bas de fin 2016 à juin 2018, date à laquelle là, je suis... on m'a approché, en fait, pour faire partie de l'équipe de la direction de la vérification interne à la SAC. J'ai travaillé là de juin 2018 jusqu'à avril 2014. Et puis, en avril... 2024, je m'excuse. Faites bien de me rappeler. Puis, en avril 2024, j'ai transféré à la Commission municipale du Québec, où je travaille présentement. Quelle fonction? Je suis à la vice-présidence de la vérification, en fait, à la direction principale de l'expertise et du soutien stratégique en audit. Puis c'est ça, je suis conseillère en gestion de la qualité et soutien en activité d'audit. Quelles sont vos tâches quotidiennement à la vice-présidence vérification de la CMQ? Bien, juste peut-être pour faire une petite introduction, là, la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec, ça a été créé suite à la Commission Charbonneau. Donc, l'objectif derrière ça, c'était d'instaurer des mécanismes de vérification pour les municipalités de moins de 100 000 habitants. Parce que, évidemment, là, les municipalités de plus de 100 000 habitants ont déjà un vérificateur général à l'interne. Donc, nous, à la vice-présidence à la vérification, on a 4 directions en audit.
qui réalise les missions d'audit de performance et de conformité. Mais moi, je fais partie de l'équipe qui accompagne, en fait, là, les équipes qui réalisent les audits. Donc, moi, je suis responsable de m'assurer du bon fonctionnement du système de gestion de la qualité de la vice-présidence, m'assurer que les équipes respectent ce système de gestion de la qualité-là. Tout ça pour s'assurer de respecter les normes de certification, de mission de certification. Puis j'accompagne évidemment les équipes là, au besoin avec la collaboration de mes collègues. Si on revient à 2018, lorsque vous arrivez à la SAQ, là, la société, à quel titre, quelle fonction occupez-vous? Je suis conseillère en audit interne. Et votre supérieur est à ce moment-là? Monsieur Daniel Pelletier. Directement? Oui, ça a été lui tout au long de mon parcours à la SAC. C'est quoi Monsieur Martin Lapierre, il travaille avec vous? Est-ce que c'est un collègue, un supérieur? Oui, c'est un de mes collègues. C'est sûr que Martin était coordonnateur là, du mandat de surveillance de CASA. Il n'y avait pas nécessairement de lien hiérarchique avec moi, là, mais c'est quand même quelqu'un d'expérience, donc nécessairement, on se référait à lui au besoin, mais c'était un de mes collègues. Et juste nous remettre dans le contexte un peu, là. Donc, d'un point de vue de la gouvernance de la société, là, la DVIEP, je comprends que c'était oui, la l'acronyme. Là, je sais pas, on peut l'appeler la DVIEP ou... DVIEP, La oui. DVIEP. DVIEP relève de qui? Merci. La DVIEP relève, en fait, administrativement du bureau du PDG. Et puis, nos mandats, en fait, notre planification annuelle est approuvée par le comité d'audit. Donc, nous, quand on faisait nos rapports d'audit et le suivi des recommandations en lien avec ça, oui, nos rapports passaient pour se faire valider là, au niveau du PDG, mais ultimement, c'était au comité d'audit qu'on remontait l'information. Lors de votre arrivée, c'est quoi le premier mandat qu'on vous donne ou un des premiers mandats qu'on vous donne? Un des premiers mandats, ça a été le mandat en gestion contractuelle. Et c'est quoi votre rôle par rapport à ce mandat-là? En fait, premièrement, le mandat débutait, donc je devais prendre connaissance là, du cadre réglementaire et légal en lien avec ce mandat-là, prendre connaissance des politiques directives de la SAC en matière de gestion contractuelle, puis ultimement, il fallait en venir à déterminer un échantillon pour faire des tests, en fait, là, pour voir comment ça se passait sur le terrain. Donc, j'ai participé à ces tâches-là. Avant d'aller plus en détail quant à vos tâches, Madame l'assistante greffière, je vous inviterai là, à exhiber l'onglet 1 du cahier de pièces qu'on va coter, corrigez-moi Madame la greffière, mais 43 P272, qui se trouve avec vous avez également une copie du cahier, donc en attendant qu'il soit exhibé à l'écran, pour les fins de description, là, il s'agit du mandat pour l'audit dont on parle. Oui, c'est la fiche mandat. Oui, donc si vous pouvez peut-être aller, vous reconnaissez bien c'est bien le document en question. Si on va peut-être à la deuxième page, Madame assistante greffière. Donc, peut-être. Pardon, juste le nom, fiche mandat, est-ce qu'il y a une date ou quelque chose à... Oui, de juin 2018. Merci. 1er juin 2018. Sans faire la lecture nécessairement intégrale, là, à moins que vous les incitiez, peut-être paraphraser là, ici les objectifs et la portée et le risque couvert là, du mandat en question. Bien, en fait, je vous référais à l'objectif d'audit. En fait, les deux objectifs d'audit dans ce mandat-là, les objectifs étaient assez larges, en fait, là, pour se permettre de couvrir un peu tous les risques du processus de gestion contractuelle. Donc, le premier objectif, s'assurer que la société gère avec intégrité les principaux risques associés au processus de gestion contractuelle et ce, conformément aux règles en vigueur au sein de pratiques de gestion. Donc, ça nous laissait un peu le champ libre là, pour tout type de risque à toutes les étapes aussi du processus de gestion contractuelle. Là, on couvrait de la détermination des besoins vraiment jusqu'à l'évaluation du fournisseur. Donc, on avait ce terrain de jeu-là. Et puis, deuxième objectif, c'était s'assurer que le processus de gestion contractuelle favorise le libre jeu de la concurrence afin qu'une utilisation judicieuse des fonds de la société soit effectuée. Évidemment, là, en lien avec la LCOP, là, la loi sur les contrats des organismes publics. La portée du mandat? La portée du mandat en termes d'années, vous voulez dire? En termes... non, sur le ben, vous avez mentionné quand même une partie de la réponse, mais
la durée, effectivement, là, parce qu'on parle, ici on le voit à l'écran, là, Ouais. de grande découverte, mais donc c'est de 2015 à 2018. Oui, en fait, on avait, c'est pas moi qui avais fait la fiche mandat, mais ce que je m'étais fait expliquer, c'est qu'on couvrait comme ça une période de 3 ans, parce que généralement, les contrats sont d'une période de 3 ans. Là, effectivement, il peut en avoir des plus longs ou des plus courts. Mais c'est pour ça qu'on avait visé là, une période de 3 ans pour se permettre là, de voir vraiment le début et la fin d'un contrat. Vraiment, ce que M. Petit appelait, contrairement à une surveillance, un audit, c'est le rétroviseur. Oui, Ce qui s'est exactement. passé, là, donc vous aviez 3 ans à regarder, Oui. de 2015 à 2018. Exactement, oui. La dernière phrase de la portée du mandat, on met quand même un bémol. On dit que nos travaux pourront faire référence à des contrats antérieurs ou ultérieurs à cette période, le cas échéant. Oui, c'est une phrase qu'on retrouve là, dans pratiquement tous les audits, puis vous remarquerez même ceux du vérificateur général du Québec, là, c'est un peu la même notion. C'est en fait pour se laisser la porte ouverte aussi, surtout dans un cas où on relèverait un nouveau risque, où il y a quelque chose, là, un événement très, très contemporain qui vient qui arrive là, dans la portée de notre mandat, bien, ainsi on peut en tenir compte dans notre rapport. Ça nous laisse l'opportunité d'en parler aussi. Vous avez quelque chose à dire par rapport aux risques qui sont couverts? Est-ce que c'est normal, ce genre de risque-là, ou c'est exceptionnel? Oui, c'était la façon de nommer les risques, le standard dans les fiches mandat. Risque stratégique, risque opérationnel. En fait, on couvrait plusieurs types de risques dans ce mandat-là. Conformité, évidemment, là, quand on venait dire en lien avec les bonnes pratiques et le cadre légal de gestion contractuelle. Risque stratégique pour l'organisation, risque opérationnel, là, parce que vraiment au niveau du processus de gestion contractuelle, bien, on avait les opérations qui devaient suivre leur contrat. Si on descend un peu, Madame assistante greffière, donc on voit ici, petite question, là on voit que le mandat il est signé, si on descend légèrement un peu plus bas, on voit qu'il est signé ou il est approuvé plutôt par M. Pelletier et Mme Tremblay. Oui. J'avais peut-être compris à tort que c'est le comité d'audit, peu importe le nom, parce que je comprends que le nom a évolué, qui mandate, ou c'est la direction générale? C'est la direction générale, en fait. C'était la PCD qui approuvait la fiche mandat, mais le mandat en tant que tel était approuvé dans la planification annuelle de la DVIEP. À chaque année, on redéposait une mise à jour de la planification annuelle, puis à chaque année, le comité d'audit nous permettait, en fait, là, nous demandait de poursuivre là, avec les audits qui étaient prévus à la planification. C'était à 2 niveaux. D'accord. Si on remonte légèrement dans le document, donc, on voit que le début des travaux, c'est en juin 2018, fin prévue décembre 2018. Donc, on parle d'une durée approximative en fait d'à peine 6 mois, parce qu'on se comprend qu'au 31 décembre, il n'y a pas beaucoup de rapports qui se remettent. Là. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au mandat d'expérience et dans les faits? Est-ce que 6 mois, c'est réaliste? 6 mois, c'est très, très court pour faire un mandat d'audit de performance. Là. Ce que j'ai vu là, dans le cadre de mes différents emplois, là, c'est souvent plus autour d'1 an, un mandat d'audit de performance, à moins qu'il soit très ciblé sur un élément précis, là, puis qu'on veut restreindre la portée. Puis ça peut s'étendre sur plus qu'un an aussi. Puis moi, en plus, en juin 2018, là, je venais tout juste de muter dans l'organisation. La fin prévue en décembre, là, c'était un peu utopique là, de penser qu'on allait arriver dans ces temps-là. Surtout qu'il faut se rappeler que le comité d'audit, en fait, leur souhait, c'était d'avoir le plan d'action aussi au même moment qu'on remettait le rapport d'audit. Donc ça, il faut quand même compter un certain temps là, pour faire, évidemment, la validation auprès des secteurs, recevoir le plan d'action qui permet de répondre aux recommandations, apprécier ce plan-là. Il faut rajouter quand même quelques semaines, voire mois pour attacher ce bout-là avec. Vous avez mentionné plus tôt que vous débutez là, votre emploi là, à la société en juin 2018. Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte? Ben, je crois que ma date de mutation, c'était le 18 juin 2018. Par contre, là, j'étais en congé de maladie quand je suis rentrée. J'avais un problème de santé physique, donc je suis revenue vraiment progressivement. Là. Donc, j'ai commencé vraiment à temps plein à la SAC, à la DVIEP, à l'automne, je dirais septembre, octobre. Là. Donc, c'est certain que je ne pouvais pas travailler sur le mandat. Puis, M. Pelletier était parfaitement accommodant là, dans cette situation-là. Il m'a laissé le temps de bien revenir. Je comprends, on voit que
corrigez-moi si je me trompe, mais le document il est signé du 1er juin, vous rentrez le 18 juin, donc dans le fond, on sait que vous arrivez Oui, bientôt. oui, oui. Donc, on vous dit, ça, c'est Mme Lalonde qui va s'en occuper à son arrivée. Oui, oui, c'est au mois de mai, dans le fond, que j'avais passé les entrevues puis que le processus avait été entamé, mais ma date de transfert, la mutation, c'était le 18 juin. Par rapport à ce mandat-là, là, quelles informations M. Pelletier ou M. Lapierre, là, bien que je comprends qu'il n'est pas votre supérieur, vous donne-t-il là, concernant l'objet de votre mandat? Ben, au départ, c'est plus M. Pelletier là, qui m'a expliqué la portée qu'il visait. Mais tu sais, évidemment, là, avec les témoignages qu'on a eus, M. Pelletier puis M. Lapierre étaient au courant de certains risques en matière de gestion contractuelle là, de par leurs autres mandats. Par contre, M. Pelletier avait pris soin de me dire, Marilyn, je ne veux pas te parler du contexte en cours, je ne veux pas biaiser ton opinion, ton jugement au moment de faire la sélection des contrats. Puis moi, c'est ça, comme je vous dis, j'arrivais à l'automne, je connaissais à peu près pas c'était quoi CASA, j'avais pas un réseau de contact encore à la SAC. Donc moi, j'étais green à la SAC, si on peut dire. Puis il n'a pas voulu teinter ce jugement-là. Donc il a bien pris soin de ne pas me briefer sur les... pardon, l'anglicisme, mais de ne pas m'alimenter sur les différents risques que lui avait déjà vus ou que Martin Lapierre avait déjà vus. Donc, il m'a laissé aller, mais évidemment, M. Pelletier, comme c'est le directeur, en tout temps, là, on devait s'assurer d'attacher notre planification avec lui pour qu'il y ait un droit de regard aussi sur les différentes étapes. Donc, est-ce que vous arrivez quand même, vous avez une certaine expérience, mais est-ce que vous êtes accompagné dans ça? Là, au-delà du premier volet, que je comprends qu'ils vous disent fais ton exercice, puis après ça, on pourra regarder ça. C'est quoi le niveau d'accompagnement ou la teneur de celle-ci dans le cadre de ce mandat-là par rapport à M. Pelletier ou d'autres membres de l'équipe? Quand je suis arrivée, en fait, là, il y avait une autre dame qui était dans le mandat avec moi qui a pris sa retraite là, quelques mois après. Donc, j'ai été accompagnée par cette ressource-là qui était à la DVIEP depuis quelques années, je crois. Donc, c'est avec elle là, que j'avais débuté la prise de connaissance, au moins s'assurer de couvrir tout le cadre référentiel et légal. C'est avec elle qu'on avait ciblé les principaux risques, puis c'est ça, on avait préparé un programme de vérification, en fait, basé sur les risques. Surtout, en fait, je crois que c'est les documents qui avaient été discutés par Mme Giguère dans une des présentations. On s'était beaucoup basé sur le guide de gestion contractuelle du secrétariat du Conseil du Trésor, puis le guide en matière de vérification. Il y avait un guide aussi de l'UPAC, c'est l'UPAC, je pense que c'est le commissaire à la lutte contre la corruption, qui avait fait un guide sur les risques en matière de gestion contractuelle. Puis évidemment, bien, dans notre veille, on regardait tous les rapports du vérificateur général du Québec qui avaient été sortis là, sur la gestion contractuelle. Donc, s'alimenter sur tout ça, ça prend quand même un certain temps aussi. Puis, comment fonctionne justement la sélection des contrats? Vous vous référez à ces guides-là. Puis c'est les pièces, M. le commissaire, les pièces 15, P15 et suivants qu'on avait vu avec Mme Giguère, oui, qui était, vous rappelez, là, tous les rapports qui existaient là, au moment où le projet est lancé. Donc, au-delà des guides, là, comment vous faites, quelle est votre méthodologie pour identifier les contrats qui vont faire l'objet de l'audit? En fait, c'est ça, comme je vous dis, on avait sélectionné des principaux risques. Là, de mémoire, c'était peut-être une dizaine de risques qu'on jugeait pertinents à regarder. Puis, en fait, on avait demandé là, la population des contrats qui étaient actifs à la SAC. Là, si on remonte dans la fiche mandat, au tout début, dans la mise en contexte, on voit qu'il y a c'était dans les environs là, de 400 contrats qui étaient actifs à la société à ce moment-là, 495. Puis ces contrats-là, en fait, là, c'était tout azimut. Là. On avait des contrats d'acquisition de biens, d'acquisition de logiciels, on avait des travaux de construction, on avait du service professionnel, puis du service professionnel en TI, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, j'ai demandé à la direction de la gestion contractuelle de m'envoyer la population, le total de tous les contrats qui étaient actifs là, à la date où je faisais la demande de l'extraction. Donc, les 495? Ben là, à ce moment-là, je ne sais pas si c'était rendu à 480. Oui, ben, le chiffre a peut-être changé, là, mais c'était dans ces alentours-là. Et puis, là, j'ai procédé vraiment par filtre là, pour dire on va tester, par exemple, des contrats qui étaient sous le seuil d'appel d'offres, sous 100 000, qui étaient donnés en gré à gré, puis que, ultimement, la valeur finale du contrat se retrouvait en haut du 100 000 de seuil d'appel d'offres. On avait aussi ciblé là,
dans la population qui était donnée par la direction de la gestion contractuelle, il y avait une colonne nombre de changements. Par exemple, le nombre d'addendas qui est dans le contrat. Pour nous, plus que le nombre était élevé, évidemment, plus c'était risqué en fait, que le besoin était peut-être mal défini au départ. Donc, c'est avec ce genre de risque-là qu'on allait faire des sélections. Puis là, moi, je m'assurais d'aller chercher les contrats qui correspondaient à ces risques-là. Puis ensuite de ça, j'allais sélectionner soit les montants les plus importants en valeur monétaire, soit avec un taux d'écart plus élevé là, dans le cadre, par exemple, d'un dépassement de coût. C'est ça. Donc, on est allé chercher comme ça, de mémoire, là, environ 80 contrats pour notre échantillon de base. Est-ce que vous allez dans d'autres cibles, si on veut? Est-ce qu'on a toutes les exceptions aux articles 13.1 suivants de la LCOP? Est-ce que ce sont des contrats qui sont dans votre viseur également? Oui, effectivement. De mémoire, avec la population qu'on avait, l'information qu'on avait reçue de la direction de la gestion contractuelle, des fois, c'était possible de le voir, là, mais là, c'est ça, je me souviens plus exactement. Par contre, c'est un travail qu'on a fait aussi par la suite là, de fonctionner à l'inverse, parce que comme je vous dis, au départ, on avait la population de la direction de la gestion contractuelle, mais par contre, un peu plus tard dans nos travaux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé par le SEAO, le système électronique d'appel d'offres, en ciblant juste les contrats avec la SAAC pour aller voir justement ceux qui sont signés de gré à gré en vertu d'une exception de la loi. Dans le SAO, on va retrouver, quand on utilise l'exception, il va y avoir une note à cet effet-là. Exactement. Là, surtout les 13.4 qui disaient « ne sert pas l'intérêt public ». Ceux-là, c'était ceux qui arrivaient le plus souvent dans les 4 exceptions, donc on pouvait en sélectionner par rapport à ça. Est-ce que vous savez d'expérience, quand j'utilise 13.4, qui ne sert pas l'intérêt public, dans quelle mesure je dois justifier? Il y a une justification qui est faite, mais je pense qu'avec les années, ça s'est raffiné, cette explication-là, parce que l'explication de mémoire, elle paraissait au système électronique d'appel d'offres. Généralement, ce qu'on retrouvait, là, c'était des explications plus pour dire on a besoin d'une expertise de pointe, le projet est déjà en cours, on ne veut pas ralentir le projet et la vélocité, donc on a besoin de conserver cette expertise-là, là, par exemple, une ressource ou une firme là, pour poursuivre le projet. Puis des fois aussi, il y avait des appels d'offres qui étaient en cours de rédaction pour relancer un autre appel d'offres là, avec le même type de besoin. Puis à ce moment-là, ben, on voulait faire un contrat de gré à gré. Ben, je dis « on », mais c'est pas moi, là, mais la société voulait faire un contrat de gré à gré en attendant que l'appel d'offres soit lancé. Est-ce que les contrats de gré à gré, au-delà d'un certain seuil, étaient également dans le viseur? Ben, comme je vous dis, ceux qui dépassaient le seuil d'appel d'offres, en fait, là, on avait ciblé les deux de mémoire. C'était ceux qui, à la base, étaient en haut de 100 000 le seuil à l'époque. Et puis ceux qui étaient signés en dessous du seuil d'appel d'offres, mais que finalement, nous, on avait la colonne dépenses finales, en fait, qui arrivait à plus de 100 000, bien là, on les sélectionnait aussi. Puis on avait aussi visé un risque de fractionnement, en fait, des contrats de gré à gré avec les mêmes fournisseurs, avec des dates consécutives qui pouvaient totaliser là, un montant de plus de 100 000 $. Donc, on avait ça aussi dans notre échantillon. Est-ce que la durée des contrats, parce que tantôt vous avez parlé que la majorité du temps, si on parle de 3 ans, oui. Est-ce que la durée des contrats, par exemple, des contrats qui allaient au-delà de 3 ans, faisait également partie de l'échantillon? Oui, les contrats de 5 ans, je ne me souviens plus dans quel guide, là, mais c'était nommé comme étant un risque là, que si on allait à plus de 3 ans, c'était permis, mais ça limitait peut-être un peu le marché. Donc, on avait sélectionné là, des contrats qui étaient d'une durée de plus de 3 ans. Puis souvent, ça prenait une autorisation particulière. Là, je ne sais pas si c'était de la PCD à l'époque ou du RORC, mais ceux-là faisaient définitivement partie de notre sélection. Madame Grafière, d'exhiber à l'écran la pièce, l'onglet 2, pardon, qui sera la pièce 43 P273, qu'on pourrait intituler là, liste des contrats visés par l'Audit de gestion contractuelle. On peut descendre légèrement. Parfait, merci. Donc, je me trompe de dire que ça, c'est le fruit de votre travail de sélection des contrats pour les fins de l'audit?
Oui, ben c'est le sommaire, en fait. Là. Évidemment que là, vous voyez à gauche, il y a des onglets. Là. C'était un fichier Excel, puis on avait tous les onglets vraiment en détail avec la démarche. Là. En Audi, on doit documenter le plus possible. En fait, si quelqu'un d'externe voulait venir réexécuter ce qu'on fait, il faut qu'il soit capable de suivre le même chemin. Donc, c'est ça les différents onglets que vous voyez à gauche. Puis, le sommaire, en fait, c'était les différents risques que vous voyez dans la colonne description. Vraiment une explication du risque qui était associé, là, qui correspond en fait là, à ce qui était notamment, là, je dirais, dans les guides de gestion contractuelle, puis la colonne critères de vérification associés, ça c'était en lien avec notre programme de vérification. Donc, chacun des risques là, était lié à un critère. À ce moment-là, là, je pense que ça a évolué, les critères, parce que le programme est évolutif là, durant le mandat, donc c'est peut-être pas le même libellé à la toute fin, mais ça venait s'attacher à ces critères-là. Cette interrogation que, quand j'ai vu le document, peut-être éclairer le commissaire, on voit à la dernière colonne, là, j'imagine, c'est quoi? C'est le nombre d'appels d'offres, oui, de oui. demandes d'achat ou d'acquisition? Demande d'acquisition, exactement. C'est ça, c'est parce que des fois, il y avait plusieurs contrats. Là. Par exemple, les contrats à exécution sur demande, il y a plusieurs fournisseurs pour. Donc, ils ont chacun leur contrat, mais c'est un appel d'offres. Donc, c'est quoi un contrat à exécution sur demande? Un contrat à exécution sur demande, c'est un contrat, en fait, qu'on ne connaît pas tout de suite le besoin ni la portée des travaux qui vont être exécutés à l'intérieur. Donc, souvent, on fait appel à plusieurs fournisseurs et selon l'attribution selon l'attribution des notes, si on veut, il y a un rang 1, 2, 3, par exemple. Puis, au moment qu'on a le besoin, bien là, on va demander en ordre au fournisseur, au premier, s'il veut prendre la job, finalement. Puis, c'est ça, c'est un contrat de service professionnel. On peut voir ça un peu, ça s'apparente à une banque d'heures, finalement, mais ce qui est le risque par rapport à ça, pour nous, ça ressortait, là, je pense que je l'ai dans mes éléments de risque contre exécution sur demande, peut-être. Non, je ne le vois pas comme ça, mais c'était quand même, ça faisait partie de notre sélection aussi. Ça se peut que ça soit le troisième onglet? Oui, contrat d'appel d'offres public, merci Maître Tremblay. Exactement, c'est ça, parce que le risque qui était associé, c'était aussi que les ressources soient utilisées à d'autres fins, puis on ne voulait pas que ça s'apparente à un contrat de travail non plus. Peut-être on va développer un peu là, pour les prochaines minutes sur ce type de contrat-là. Donc, on parle d'un nombre d'heures. Est-ce que c'est un nombre d'heures unique, donc, où il y a différents types de profils, par exemple? Beaucoup de profils différents dans ces contrats-là. Ben, du moins, ce que j'ai vu, là, des fois, il pouvait y avoir une quinzaine de profils différents, là, allant du junior jusqu'à l'expert. Puis c'est aux besoins là, qui vont sélectionner là, les profils dont la société a besoin. Puis dans ma soumission, est-ce que je vais dire, donc j'ai pour les fins de conversation 10 profils. Donc, je vais mettre j'imagine un taux horaire pour chacun des profils. Oui. Puis avec un nombre d'heures requis dans l'appel d'offres. Oui, bien tout ça, je pense que c'était une estimation parce qu'au final, c'est le montant total du contrat, dans le fond, qui est retenu. Donc, c'est l'addition de toutes ces estimations-là pour chacun des profils là, qui donne le montant total de soumission. C'est ça, mais on ne sait pas exactement d'avance là, qu'est-ce qu'on va prendre. Juste pour bien comprendre, parce que c'est pas nécessairement que ça soit clair pour tout le monde, plutôt. J'ai 10 profils, donc je vais demander, par exemple, 1000 heures à 100 500 heures à 50, etc. Et je vais arriver à un total, disons pour les fins de conversation, 500 000 Et là, ça sera en fonction des profils requis puis le nombre d'heures requis, ça sera le premier va être celui qui va me coûter moins cher ou qui va subventionner plutôt pour le plus petit montant. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il y a peut-être la qualité aussi. Là. Il y a peut-être un facteur qualité. Habituellement, c'est qualité-prix. Okay. Donc, c'est pas juste le prix, c'est pas un surprix uniquement là, qui est choisi. Et qu'est-ce qu'il va faire que je vais passer, puisque vous avez parlé qu'il y a un rang 1, 2, 3. Donc, disons que j'ai besoin d'un expert senior, peu importe le domaine. Et là, donc, je vais voir lui qui a remporté l'appel d'offres, le premier. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais passer au deuxième ou au troisième? C'est si le premier refuse de faire le travail, par exemple, que ses ressources ne sont pas disponibles. À ce moment-là, on passe au deuxième. Mais il faut vraiment faire l'exercice de demander au premier en premier. Puis, c'est
Donc, moi, j'ai l'obligation contractuellement de demander au premier. Oui. Et lui, s'il a le droit de refuser, est-ce qu'il doit juste savoir? Puis si vous ne savez pas, dites-moi là. Mais est-ce qu'il doit justifier son refus ou peut juste simplement refuser? Ça, je ne saurais pas vous Pas répondre. de problème. Ouais. On aura sûrement d'autres personnes pour venir nous Oui, expliquer certainement. si ce n'est déjà fait. Donc, je ferme la petite parenthèse sur les contrats exécution sur demande. Dans le cas, on revient à votre échantillon qu'on voit à l'écran. Est-ce que vous visez un domaine en particulier, comme l'acquisition de biens, de matériel ou autre? Non, c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, là, c'était, au départ, on ouvrait très large dans la sélection. En fait, même dans les 86 contrats qu'il y avait là-dedans, là, de mémoire, on avait de la rénovation de bureaux dans les espaces de la SAAC, on avait des acquisitions de logiciels informatiques, on avait même là, des professionnels de la santé qui venaient en réadaptation pour les accidentés de la route, puis on avait du service professionnel en TI. Est-ce que vous savez, encore une fois, dans la mesure que vous êtes capable de répondre, là, est-ce que vous savez si dans ces contrats-là, il y avait des contrats en lien avec la modernisation des systèmes informatiques, communément appelé le programme CASA? Au départ, c'était très clair avec M. Pelletier. Il ne voulait pas que j'inclue, en fait, les 3 contrats cadres de CASA parce qu'ils étaient traités par ailleurs là, dans le mandat de surveillance. M. Lapierre. M. Pelletier aussi. M. Pelletier aussi. Oui. M. Pelletier et M. Lapierre s'occupaient là, du mandat de surveillance de CASA. Donc, les 3 contrats cadres étaient vraiment gérés dans ce mandat-là. Donc, nous, c'est les seuls qu'on avait exclus. Après ça, c'est ça. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment c'était quoi le bureau de projet, etc. Mais ce qu'on pouvait voir dans notre sélection, en fait, là, on voyait le titre du contrat ou de l'appel d'offres. Bien, souvent, là, on retrouvait là, la mention, exemple, conseil stratégique pour le bureau de programme ou pour le bureau de projet. C'est ça, il y avait des particularités comme ça qui laissaient sous-entendre que c'était en lien indirect avec CASA. On voit donc dans l'échantillon, toujours à l'écran, la pièce 43, P273, donc on a 86 contrats qui font suite à 62 appels d'offres. Est-ce que ce nombre de contrats-là a évolué? Oui. Au courant de l'audit? Oui. Est-ce que vous savez pour quelle raison? En fait, là, en audit de performance, là, je tiens à préciser, en faisant nos analyses, si on relève certains risques ou qu'il y a des risques qui sont avérés, finalement, on peut augmenter. En fait, on doit augmenter notre échantillon pour aller pousser plus l'analyse. Puis évidemment, s'il y a des nouveaux événements qui surviennent ou des nouveaux besoins pour poursuivre notre analyse, pour aller chercher l'assurance raisonnable qu'on a besoin, bien là, à ce moment-là, c'est possible d'augmenter l'échantillon, de faire plus de tests. Puis c'est ça, de par la portée du mandat aussi à travers les années, ce mandat-là, c'est quand même poursuivi dans les années subséquentes. Puis ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des changements dans l'organisation aussi. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est être contemporain dans notre échantillon. Ça ne servait à rien d'aller faire des recommandations là, sur des contrats de 2015, par exemple. Si on avait des constats qui... Bien, en fait, ça ne servait à rien. Un bémol, là. Il fallait quand même le nommer, mais je veux dire, c'était plus à valeur ajoutée pour l'organisation d'aller chercher là, des contrats plus contemporains. Donc, c'est pour ça qu'on en a rajouté aussi au fil des procédures. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, au départ, on partait de la population là, que la direction de la gestion contractuelle nous fournissait, mais on avait aussi, au fil des travaux, on a vu que le SEAO, le système électronique d'appel d'offres, contenait quand même beaucoup d'informations. Donc, on est allé aussi à l'inverse, à partir de la base de données externe là, du SEAO, aller sélectionner les contrats de la SAC. Puis là, on est en mesure justement de voir des gré à gré avec des montants de plus de 100 000 $ par exemple. Ou qu'est-ce qui arrivait aussi, c'est que ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des contrats qui pouvaient se poursuivre dans le temps de façon indirecte. Je vais m'expliquer. Par exemple, un contrat qu'on appelait un contrat parapluie, à l'interne, c'était le terme qui était utilisé, donc avec un titre assez large. Par exemple, là, travaux de développement informatique. Bon, c'est assez large comme ça s'échelonnait sur une période de 3 ans. Puis, quand le contrat se terminait, ce qu'on voyait dans les documents, là, en analysant les documents qui nous étaient remis par les secteurs, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des notes qui disaient, bien, il y a un autre appel d'offres qui est en cours de rédaction avec à peu près le même titre, les mêmes besoins. Donc, nous, on se dit, bien, ça serait intéressant de poursuivre l'histoire. On va aller demander la documentation par rapport à ce contrat-là. Puis, ce qu'on remarquait, bien là, souvent, c'était les mêmes joueurs qui revenaient, mais pas nécessairement dans le même ordre, là, comme on parlait tantôt.
Donc ça, on les sélectionnait. Ça faisait en sorte que ça augmentait notre population, mais c'était vraiment pour suivre l'histoire du contrat là, en entier. Et bon, je comprends que vous avez une lettre, une fiche mandat que vous avez appelée tout à l'heure, qu'on a vue sous la cote 43P272. Et là, on a une sélection. Qui peut prendre, qui a l'autorité ou qui peut ajouter des contrats? Est-ce que c'est vous personnellement qui dites, hey, ce contrat-là, je vais le rajouter? Est-ce que c'est. Comment ça fonctionne pour rajouter des contrats à l'échantillon? Mais les professionnels qui travaillent dans le mandat sont alertes pour proposer, en fait, là, les contrats à rajouter à l'échantillon. Mais par contre, c'est M. Pelletier là, qui validait notre échantillon. D'ailleurs, le 86 contrats, là, mon échantillon, une fois qu'il a été produit, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir M. Pelletier pour m'assurer que j'avais vraiment bien couvert tous les risques pour lesquels là, lui envisageait ce mandat-là. Donc, c'est ça, c'est lui qui approuvait tout ça. Si je devais en rajouter par la suite ou même je dirais pas en retirer, là, mais s'il y en a qu'on laissait tomber parce que finalement, il n'y avait pas vraiment de problème dans ces contrats-là, qu'on mettait un peu de côté pour l'analyse, il était informé presque en temps réel. Là. On avait des rencontres statutaires très souvent avec lui. Est-ce que ça prenait son accord ou c'était à titre informatif seulement? C'était pas un accord écrit, mais oui, on faisait des rencontres avec lui pour qu'il nous autorise à continuer dans ce sens-là. Monsieur le commissaire, Oui. J'aurais des remarques à faire sur l'objet du témoignage actuellement, avec votre permission. Je ne vais pas intervenir dans votre interrogatoire. C'est une question de pertinence puis de portée du mandat de la commission. Alors, moi, à l'heure actuelle, je n'ai qu'une vision parcellaire des contrats visés par l'audit. Évidemment, tout respect pour le témoin, là, Mme Lalonde. Et je n'ai pas en démonstration actuellement, puis j'ai laissé aller Maître Tremblay sur les questions qu'il voulait poser aux témoins. Mais j'aimerais ça circonscrire la portée du mandat d'audit par rapport au mandat de la commission. Parce que, puis vous savez, dans votre mandat, vous devez tenir compte des travaux de l'Autorité des marchés publics, dont l'objet même, comme vous le savez, est dédié à la gestion contractuelle. Et ce qu'on sent dans le positionnement des témoins cette semaine, c'est qu'on se dirige vers une démonstration de la gestion contractuelle de l'ensemble de la SAC. Et je trouve qu'on s'éloigne de votre mandat. Mais évidemment, là, j'attends des questions, mais je les attends depuis 30 minutes, là, puis ils ne viennent pas, là, ces questions. Alors, je considère qu'il est trop tôt. Alors, on va voir. Et vous savez, une commission d'enquête, le mandat, moi, je l'interprète très, très généreusement. Et je serai capable, moi, ultimement, de faire la part des choses. Et soyez sans crainte que mon rapport va porter uniquement dans les balises de mon mandat. alors, ces remarques seront faites dans ce sens-là. C'est parfait. Patienter, on va y arriver, mais je pense que le témoin a quand même déjà identifié que les contrats visés par l'audit étaient des contrats en lien avec le programme. Mais il y aura plus de détails incessamment, inquiétez-vous pas. Ce que ça veut dire, ne vous limitez pas. C'est moi l'arbitre ici. Je déciderai ce que j'ai besoin et ce que je n'ai pas besoin. Qu'est-ce que vous remarquez de façon générale là, quant aux contrats qui sont sélectionnés en fonction de vos facteurs de risque, là, la liste qui est à l'écran, pardon? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des contrats de tout azimut, mais je pousserais un petit peu là, au moment de faire l'analyse. Ce qu'on a remarqué, c'est que généralement, les contrats d'acquisition de biens, il y en a beaucoup qui étaient régis là, par le CSPQ à l'époque. C'était très, très encadré. Les services professionnels avec, par exemple, services juridiques ou médicaux, bien ça, c'est des tarifs réglementés. Donc, le risque n'était pas avéré là, de ce côté-là. Là, le processus était bien géré. Par contre, là, c'est les services, les contrats de services professionnels en TI, que c'est là-dedans qu'on trouvait qu'il y avait un peu plus de latitude, là, disons. C'est des contrats souvent qui s'échelonnaient sur 5 ans au lieu de 3 ans, ou 3 ans avec 2 options d'années additionnelles. Puis, ben, je vais en venir à la question de Maître Laprise. Là, en fait, quand j'ai montré mon échantillon à M. Pelletier, lui, sa première réaction, c'était d'aller voir dans ma liste, est-ce que les contrats que Martin Lapierre et lui avaient trouvés, est-ce qu'ils se retrouvaient dans ma liste? Parce que lui, il ne m'avait rien dit au départ. Là. Moi, je ne connaissais pas ces individus-là.
Et puis, je pense que j'ai eu presque 100%. Là. Tout ça qui était dans l'organigramme, en fait, là, qui a été présenté par Martin Lapierre, se retrouvait là, pour différents risques, des fois plus d'un risque aussi, se retrouvait dans ma sélection. Puis, c'est ça, je veux préciser aussi, cet organigramme-là, il existait, là, celui que Martin Lapierre a fait, il existait avant que j'arrive, évidemment, mais il ne m'avait pas été présenté. C'est suite à la sélection de mon échantillon que là, j'ai pu constater que finalement, j'avais sélectionné les contrats qui soulevaient déjà des risques là, dans notre direction. Et je reviens à ce que je posais tout à l'heure comme question, juste pour clarifier le tout pour tout le monde. De la liste des 86 contrats, est-ce que vous êtes capable d'en identifier? Puis si oui, à quelle proportion qui sont en lien avec le programme CASA? Proportion, je ne saurais pas vous dire, mais en termes monétaires, c'est des contrats quand même assez significatifs. Là. On parle de plusieurs millions, puis qui s'échelonnent là, sur souvent 5 ans. Ou comme je vous disais tout à l'heure, c'est des contrats parapluies en service TI, mais là, qui pouvaient comprendre, qui pouvaient s'échelonner dans le temps. Quand le contrat était consommé, bien, on repartait avec un autre appel d'offres avec le même titre, à peu près les mêmes joueurs, puis les mêmes profils ou les mêmes besoins. Et on exclut, que ce soit encore clair pour tout le monde, on exclut les 3 contrats cadres au c'est centre ça. du programme. Donc, une fois que l'échantillon est constitué, qu'est-ce que vous faites ensuite? Ensuite de ça, on a demandé en fait à la direction de la gestion contractuelle de nous fournir toute la documentation qui était en lien avec ces contrats-là. Par contre, la direction de la gestion contractuelle, elle a toute la documentation, en fait, jusqu'à temps que le contrat soit adjugé. Puis, après ça, le suivi du contrat, lui, c'est du côté des gestionnaires de contrat, donc dans les unités administratives. Donc, eux étaient en mesure de nous fournir vraiment là, beaucoup de documentation en lien avec toute l'analyse. Bien, l'analyse des besoins n'était pas documentée tant que ça, mais on avait, c'est ça, les documents d'appel d'offres, les soumissions qui étaient reçues. Des fois, on avait des notes de comité de sélection, on avait des boîtes courriels avec des échanges en lien avec les différents contrats. Donc, évidemment, plus le contrat était significatif, souvent la documentation venait avec, même les échanges à l'interne avec la direction de la gestion contractuelle. On avait vraiment beaucoup de documentation à prendre connaissance. Puis, ce qui était pour le suivi du contrat, bien là, ça, il fallait s'adresser aux unités en temps opportun, mais on commençait par prendre connaissance de ce que la DGCC nous donnait. Donc, je comprends que la DGCC collabore. Est-ce qu'elle va collaborer toujours au même rythme, aussi promptement? À partir de 2019, là, la directrice de la gestion contractuelle avait rencontré mon gestionnaire, M. Pelletier, parce qu'eux, ils étaient dans la livraison 1 de CASA, en fait. Puis, la gestion contractuelle là, faisait partie de ce qui allait être modifié avec la L1. En fait, leur système de gestion de contrat là, allait être changé. Donc, eux nous avaient demandé un peu de se tasser pour les laisser travailler là-dedans. C'est ça, c'était vraiment... En fait, on pouvait leur poser quand même des questions ponctuelles. Là, ça, ils collaboraient très bien pour des questions plus courtes, mais vraiment analyser de la documentation, sortir un grand volume de documentation pour eux. Ils nous demandaient de leur laisser un peu d'air pour laisser l'implantation de leur système, leur nouveau système. Est-ce que vous indiquiez les raisons plus pragmatiques, les problématiques qu'ils rencontraient ou pourquoi ils devaient demander un peu plus de délai ou ce n'était pas porté à votre connaissance? Ah, ça, c'était pas porté à ma connaissance. Est-ce que le mandat d'Audi va être votre seule tâche à votre arrivée à la SAQ? Non. Quels sont vos autres mandats en parallèle? À la vérification interne, on avait la validation du rapport annuel de gestion qui prenait quand même beaucoup de place. Donc, là, si on se ramène dans le temps, moi, j'ai commencé à l'automne. Puis, après les fêtes, habituellement, c'est le rapport annuel de gestion qu'on doit collaborer à ça. Moi, je faisais partie de l'équipe qui validait le RAG. Puis, à l'automne aussi, il y avait le suivi des recommandations qu'on débutait. Donc, tous nos mandats antérieurs pour lesquels on suivait des recommandations, on avait un rapport à remettre au comité d'audit. Puis moi, j'avais travaillé en fait à ce suivi-là pour remettre le rapport. Généralement, c'était au comité d'audit de février. Donc, c'était mes autres tâches. Là, j'en oublie peut-être, mais principalement. Donc, on comprend que vous quittez de mémoire en avril 2024. Avril 2024 et non 14. Oui. Avril 2024. Est-ce que le rapport est complété ou déposé ou remis au moment de votre départ?
Là, évidemment, moi, je n'ai pas travaillé activement sur ce rapport-là là, jusqu'à la toute fin. C'est ma collègue qui a pris le relais. Je pense qu'elle est arrivée fin 2019 ou début 2020, là, puis c'est elle. On a travaillé en équipe ensemble. C'est elle qui a repris la responsabilité du mandat après. Mais c'est ça, non. À mon départ, en fait, la plupart des constats étaient élaborés. En fait, ma collègue, Mme Brière, était rendue à rédiger des portions de rapport. Je pense qu'il y avait des validations qui avaient peut-être été commencées, ça, je ne suis pas certaine, mais Martin Lapierre l'accompagnait là, pour ce qui était de la rédaction vraiment du rapport, du projet de rapport. Mais les analyses étaient finies. Là. OK. Quand vous dites Mme Brière, vous parlez bien de Nadia Brière? Oui, oui, pardon. Et elle arrive, vous dites, en 2019? Mais fin 2019 ou début 2020, là, mais j'ai certainement travaillé avec elle en présentiel avant de tomber en pandémie. Pour quelle raison? Je comprends que de votre témoignage, qu'on va lui... elle va s'occuper ça va être davantage de l'Audi. Pour quelle raison le dossier va être transféré de vous à elle? Ah, parce que, en fait, la coordonnatrice de la vérification interne qui était là à l'époque, mais elle est partie en congé de maternité. Donc, j'ai pris le poste par intérim. Puis, ultimement, elle n'est pas revenue là, de son congé de maternité. Elle a transféré, elle a changé d'organisation. Donc, c'est moi qui ai eu le poste de coordination de la vérification interne. Puis là, à ce moment-là, là, les tâches étaient beaucoup plus importantes. Puis moi, c'était important d'avoir un petit pas de recul aussi par rapport au dossier pour pouvoir encadrer les équipes. Puis à partir de 2019 aussi, moi, j'avais une de mes tâches qui était quand même significative. C'était toute la coordination des travaux avec les auditeurs externes. Donc, le VGQ et le co-auditeur. C'est moi qui donnais un gros coup de main là-dedans pour vraiment faire transiger les demandes des secteurs de la SAAC vers les auditeurs externes. Donc ça prenait énormément de temps. C'est pour ça là, qu'on a jugé bon de donner la responsabilité du mandat à ma collègue. Est-ce que Mme Brière est CPA comme vous? Est-ce que vous savez? Non, elle n'est pas CPA, mais par contre, elle arrivait de mémoire du CSPQ, je crois, puis elle avait de l'expérience en gestion contractuelle, puis elle avait aussi travaillé au niveau des enquêtes. Donc, elle avait quand même des compétences très complémentaires. Là. Puis, évidemment, ben moi, je restais quand même dans la boîte. Là. Elle me partageait quand même toutes les analyses qu'elle faisait. C'est sûr, elle travaillait seule là, pour certaines portions d'analyse, mais elle venait tout le temps me parler des constats qu'elle trouvait ou si elle devait pousser un peu plus de travail. Puis, il y avait Martin Lapierre aussi, là, qui est assez ferré dans ce milieu-là. Donc, elle avait du support là, de moi, de Martin Lapierre et de Daniel Pelletier, surtout. Est-ce qu'on peut dire que c'est un travail d'équipe, dans le fond, ce rapport-là? Oui, bien pas mal tous nos mandats à la vérification interne, là, ça devient un travail d'équipe parce que si on se rapporte à la norme aussi de l'Institut des auditeurs internes, là, ce que ça vient dire au niveau de la compétence des membres de la vérification interne, c'est que le responsable de l'audit interne, là, M. Pelletier, doit s'assurer que collectivement, la fonction d'audit interne a la compétence pour faire les mandats qui lui sont adjugés. Donc, oui, c'est un travail d'équipe à ce moment-là. Cette norme-là, peut-être nous dire un peu plus sur cette norme-là. Oui, c'est les normes de l'Institut des auditeurs internes. En fait, nous, on devait s'assurer de respecter ces normes-là. Là, puis, aux 5 ans, on devait être inspecté aussi. On a été inspecté la dernière fois en 2023 pour s'assurer qu'on respecte bien les normes là, dans le cadre de la réalisation de nos audits. C'est une norme provinciale, nationale, fédérale, internationale, est-ce que vous savez? Non, c'est une bonne question. Puis quelle est votre appréciation, dis-je, du travail de Mme Brière? Elle est très méticuleuse, Mme Brière. C'est peut-être son passé d'enquête, là, mais elle était très rigoureuse dans la façon de faire ses analyses. C'était très complet. Puis Mme Brière avait une facilité désarmante à faire des entrevues aussi, là. Elle était capable d'aller chercher l'information dont on avait besoin, comprenait. Elle avait un bon jugement puis un bon instinct. On va passer maintenant au prochain chapitre, donc le volet de la liaison avec les vérificateurs externes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Quelles sont vos tâches en lien avec les vérificateurs externes, de façon générale, bien entendu? Oui. Bien, en gros, j'étais le point de chute de toutes les demandes des auditeurs externes, là, que ce soit des équipes d'audit financier ou des équipes d'audit informatique qui accompagnaient les équipes d'audit financier. On avait des équipes du côté du VGQ, puis du co-auditeur aussi. Là, à partir de 2020, c'était BDO Canada.
Donc, moi, les auditeurs m'envoyaient toute la liste de demandes qu'ils avaient besoin pour faire l'audit. Je devais m'assurer là, de faire le pont entre les différents secteurs. Puis comme c'est très, très gros, la SAC, là, ça devenait un défi pour eux d'aller en fait, faire leurs demandes aux bonnes personnes. J'organisais toutes les réunions pour les auditeurs avec les gens de la SAC. Je participais à beaucoup de rencontres aussi là, pour rester alerte aux problématiques qui pouvaient survenir, là, puis dénouer quand il y avait des impasses. Des fois, c'est une mauvaise compréhension là, des auditeurs qui débarquent avec leur langage versus des informaticiens ou des gens sur le terrain. Bien là, ça pouvait... des fois, il fallait que les gens se comprennent. Là. Donc, j'aidais à démystifier un peu les demandes. Puis, est-ce que les vérificateurs externes, ils ont des demandes particulières en lien avec CASA et toute cette transformation-là? Oui, oui, de plus en plus, je dirais, là, au travers des années. Là. De mémoire, c'est à partir de l'été 2022 qu'ils ont commencé à donner leurs besoins par rapport à ça. C'est-à-dire, eux voulaient se préparer pour comprendre ça allait être quoi les nouveaux processus dans CASA, à quoi ça allait ressembler, est-ce qu'ils devaient adapter leur stratégie d'audit aussi par rapport à ça. Donc, ils ont demandé, est-ce qu'on peut avoir des présentations au moins pour comprendre qu'est-ce que c'est le nouveau monde de CASA. Puis ça a été demandé à la VPTI. Là, je peux dire VPTI pour le bien de la cause, même si ça a changé de nom au fil des années. C'est ça, donc la demande a été faite. Là, au départ, c'était plus à titre informatif. Puis ça a évolué dans le temps. Là, évidemment, ça s'est intensifié aussi dans le temps. Puis, quand et dans quel contexte ces demandes des vérificateurs vont être formulées à la SAC? Bien, comme je vous dis, là, à partir de peut-être 2022, là, on a commencé à recevoir, c'est ça, des demandes au moins pour comprendre les nouveaux systèmes. Puis là, il y a des rencontres qui étaient faites avec M. Malenfant puis son équipe pour expliquer là, ça allait ressembler à quoi. En fait, il y a beaucoup des systèmes qui avaient des impacts sur les états financiers qui allaient changer. Donc, les auditeurs, ce qu'ils cherchaient, en fait, là, c'est comprendre les processus. À chaque année, ils demandent les descriptions des principaux processus de l'organisation. Puis là-dedans, on retrouve une description où sont les contrôles, qui fait quoi, en gros. Puis le VGQ et le coauditeur peuvent partir de cette description-là pour aller tester les systèmes puis voir est-ce que ça fonctionne réellement comme c'est décrit dans la description. Mais là, avec CASA, ça changeait. Il y a eu beaucoup de choses qui changeaient. Donc, ils devaient se réapproprier ces descriptions de processus-là. Donc, très tôt, ils ont commencé à lever la main pour dire, bien, assurez-vous d'avoir la documentation dont on va avoir besoin pour planifier notre audit 2023, parce que là, on est en 2022, puis la fin d'année de la SAC, c'est un 31 décembre. Donc, les travaux pour 2023, eux, voulaient s'y prendre d'avance. S'il y avait des stratégies différentes à faire, effectivement, une année de conversion de système, pour eux, c'était un risque qui était très élevé. Donc, c'est ça. Ils voulaient bien se préparer. Donc, vous avez parlé de la VPTI, là, comment elle s'appelait dans le temps, est présente. Est-ce que les finances sont présentes également? Oui, les finances sont présentes. Il y a des gens des risques et contrôles organisationnels qui sont sous la VP Finances aussi. Je ne sais pas de mémoire s'il y avait des gens des secteurs là, accès sécuritaire au réseau routier, peut-être, mais c'était principalement la VPTI qui était présente, puis c'était M. Malenfant qui animait les rencontres. Est-ce que les rencontres, il y a combien de personnes dans ces rencontres-là? Bien, au départ, le VGQ et en fait, les auditeurs externes veulent souvent garder ça à plus petite échelle, justement pour pouvoir échanger puis tout ça, mais souvent, les rencontres avec la VPTI, il y avait beaucoup d'invités. Peut-être que c'était plus facile aussi par Teams parce qu'on était encore dans les restants de pandémie. Donc, il se rajoutait beaucoup de directeurs généraux. Il y avait des gens de plusieurs secteurs de CASA. Donc, on se ramassait à une vingtaine de personnes là, par Teams. Mais principalement, c'était quand même M. Malenfant qui parlait à ces rencontres-là. Donc, les finances sont présentes l'été. Il y a quand même beaucoup de questions financières. Qui va répondre aux questions en matière pour les finances? Est-ce que ça va être la VPTI ou la VP Finances? Dépendamment dans le temps, là, au tout départ, c'était plus la VPTI parce que c'était eux qui étaient vraiment en charge de la transformation CASA. Donc, c'était des gens qui s'occupaient là, du module finance, peut-être, là, dans CASA. Mais au fil des années, là, quand est venu le temps de faire l'audit de l'année financière 2023, bien, à ce moment-là,
il y avait la VP Finance là, qui répondait, comme je vous dis, les risques et contrôles organisationnels, mais ils devaient très souvent se référer à la VPTI parce que la machine, c'était eux qui la connaissaient mieux. Là. Les finances étaient moins à l'aise avec les descriptions, en fait, là, des nouveaux contrôles, comment ça avait changé dans le fin détail. Donc, est-ce que je dois comprendre également qu'il y a des gens de finance, si je peux les qualifier ainsi, à la VPTI? Bien, le langage était plus difficile à comprendre. Là, en fait, il y avait, dans le projet CASA, je pense que c'était avec le mode agile qui s'amenait des tribus, qui appelaient. Des tribus, dans le fond, c'était comme des sous-équipes de la VPTI là, qui travaillaient dans le projet CASA. Donc, on avait une tribu finance, par exemple. On pouvait avoir une tribu véhicule ou immatriculation, permis, etc. Ces gens-là, bien, il y avait des comptables aussi dans l'équipe de la tribu finance. Il y avait des consultants aussi, c'était pas juste des internes. De mémoire, c'était pas juste des internes. Puis c'est ça. Donc, ça dupliquait un peu les fonctions de l'organisation. T'sais, on se retrouvait à avoir la vice-présidence finance qui faisait la comptabilité, le suivi des états financiers, etc. Puis on avait la tribu finance dans CASA qui relevait de M. Malenfant, qui gérait les processus CASA financiers. Donc, pour les auditeurs, là, ça devenait extrêmement mélangeant parce que quand ils recevaient de l'information ou qu'ils demandaient de l'information, là, ils se faisaient dire, bien ça vient des finances. Mais eux n'avaient pas nécessairement capté au départ qu'il y avait une tribu finance qui était sous cadre, sous M. Malenfant. Donc, juste de démystifier ça, je pense que on pouvait leur donner un bon coup de main. Puis est-ce qu'avec CASA, les vérificateurs externes sont présents plus longtemps ou de façon plus intensivement par rapport à la normale? Oui, vraiment. En fait, habituellement, là, les auditeurs étaient là peut-être 6 mois par année. Donc, ils commençaient avant la fin d'année, avant le 31 décembre. Ils passaient l'automne sur place pour faire sur place ou par Teams, là, mais ils faisaient des tests, surtout des jeux d'essai, pour aller valider vraiment, réexécuter des transactions dans le système, puis prendre connaissance, évidemment, là, des changements dans les processus. Puis après ça, après le temps des fêtes, quand les états financiers étaient terminés, bien là, ils pouvaient compléter leur procédure, leurs tests en audit. Habituellement, ça, c'était la norme. Avec CASA, je dirais, là, à partir de 2023, quand ils ont débuté leurs travaux, là, peut-être, je pense que les états financiers 2022 ont été signés en mai de mémoire. Ça avait été retardé un petit peu après avril. Puis les auditeurs externes ont commencé leurs travaux là, juste après. Ils ont tout de suite embarqué sur l'année 2023. Puis en plus, le Go Live avait déjà eu lieu, donc ils ont constaté, comme tout le Québec, qu'est-ce qui s'était passé. Pour eux, le niveau de risque était beaucoup plus élevé à ce moment-là. Donc, ils ont tout de suite entamé leurs travaux. Puis moi, je m'occupais de gérer aussi leurs accès, puis les ordinateurs qui étaient dédiés pour eux, puis tout ça. Puis j'ai pas débranché les accès là, jusqu'à temps que je parte. Finalement, après ça, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève pour les accès. Mais à ma connaissance, là, s'ils sont partis, c'est des très courtes durées, mais ils étaient presque en continu. Là. Donc, vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y a beaucoup de rencontres avec VPTI Finance, que M. Malenfant, là, je ne vais pas prendre, anime ou prend la parole, comment vous qualifierez? Anime, oui. C'était lui le leader des rencontres. C'est quoi le message qui est véhiculé par M. Malenfant dans le cadre de ces rencontres-là? M. Malenfant présentait énormément de données dans ces rencontres-là. Là. C'était beaucoup de tableaux, de couleurs, de graphiques. Je pense que c'était très lourd pour les auditeurs externes. Du moins pour ce temps-là, là, c'était au tout début de leur prise de connaissance en lien avec CASA. Mais M. Malenfant était toujours très rassurant pour les auditeurs. Il leur disait qu'il y avait des comptables, justement, à l'interne dans leur équipe qui allaient s'assurer qu'il y ait toute la documentation dont il y aurait besoin pour faire l'audit. C'était très rassurant avec sa personnalité. Là, c'était vraiment ce qui ressortait. Par rapport à ces documents-là, en 2023, là, après le lancement de la L2, lorsque les vérificateurs vont demander les documents en question, là, quelle va être la réponse de M. Malenfant? Quand ils ont débuté, les auditeurs externes, leurs travaux pour l'audit 23, ce qu'ils ont demandé, effectivement, c'est les documents principaux, les descriptions des différents systèmes. Puis, il y avait des documents aussi en lien avec les fonctions incompatibles pour aller voir, en fait, au niveau des rôles d'accès, s'assurer que les gens avec les nouveaux rôles d'accès dans CASA n'avaient pas de fonctions incompatibles. Puis, habituellement,
dans l'ancien système, là, le VGQ, je pense que c'était lui qui regardait ça principalement parce qu'il séparait les sections, le co-auditeur et lui. Puis, il y avait vraiment une matrice des rôles incompatibles. Tout était bien décrit. Chacun des personas ou des rôles d'accès était bien décrit. Puis, les contrôles de mitigation qu'il y avait là, pour venir pallier si quelqu'un avait des fonctions incompatibles. Donc, les auditeurs externes s'attendaient à recevoir tout ça parce qu'ils s'étaient fait dire que tout allait être prêt. Par contre, là, ça venait pas. Ben, c'est moi qui faisais un peu la boîte à mal en tout ce monde-là. Ce que je comprenais, c'est que soit que les documents n'étaient pas finalisés ou que ça avait changé aussi dans le processus qui avait été débuté, mais que le nouveau système avait été modifié jusqu'à temps d'être en Go Live. Donc, la description qu'il y avait ne correspondait plus à la réalité si le VGQ voulait retester ces opérations-là. Avez-vous un exemple précis de ça? Pardon? Avez-vous un exemple précis de ça? Une difficulté semblable? Pour retester, vous voulez dire? En fait, ce que j'ai constaté, là, pour faire les jeux d'essai, on avait organisé des rencontres avec des concessionnaires automobiles, par exemple, pour réexécuter des transactions. On avait une rencontre Teams avec le concessionnaire, des gens des auditeurs, moi, des gens des finances aussi, pour prendre la description du processus, mettons, d'acquérir un véhicule chez un concessionnaire. Puis, on faisait, les auditeurs demandaient au concessionnaire de le faire live avec un vrai code client. Puis là, ils demandaient de tester certains paramètres. Par exemple, changer la massenette du véhicule ou changer le numéro d'immatriculation du véhicule, qui est supposé être un numéro unique. Oui. Habituellement, il y avait des contrôles. Par exemple, le numéro d'identification du véhicule, s'il n'y a pas, je pense que c'est 17 caractères, qui n'est pas reconnu, bien, ça bloque. Puis là, volontairement, ils demandaient, pouvez-vous tester un numéro, mettons, à 15 caractères? Puis là, ce qu'on se rendait compte live dans la rencontre, c'est que ça passait. C'était un peu malaisant. Est-ce que l'organisation interne et la structure temporaire mise sur pied là, pour le projet CASA compliquent la transmission de ces documents-là? Si je reviens aux documents, là, évidemment. Oui, c'est ça, c'est que les rôles et responsabilités entre la vice-présidence finance et la vice-présidence TI, ça devenait très compliqué là, de savoir qui faisait quoi, puis il se lançait beaucoup la balle. En fait, c'est ça, M. Malenfant, je me rappelle qu'il y a eu une rencontre, là, je pense à la fin d'année 2023, là, que les auditeurs externes, ils se disaient, on ne les a toujours pas, les descriptions de processus, on en a besoin pour planifier nos travaux, ça commence à presser. On avait fait une rencontre avec l'équipe de la VPTI, puis M. Malenfant, il avait dit, comment ça, vous les avez pas, je comprends pas. Ça me surprend parce que sinon, j'aurais pas pesé sur le piton s'il n'y avait pas ces documents-là d'attachés en arrière. Là, les équipes cherchaient, pédalaient pour trouver ça, mais comme je vous dis, là, après, moi, j'avais des rencontres avec les secteurs à l'interne en préparation aux rencontres avec les auditeurs externes. Puis ce qui se disait sur le terrain, c'est on ne l'a pas, là, qu'est-ce que M. Malenfant il a nommé, du moins pas dans une version que les auditeurs peuvent... c'était pas un clé en main. Là. Les équipes devaient retravailler dessus, puis les travaux se sont éternisés quand même là, dans les mois suivants. Là. Moi, quand je suis partie en avril 24, il y avait encore des descriptions, entre autres la matrice des tâches incompatibles. Là, elle était très loin d'être terminée. Ils faisaient des ateliers pour rédiger les différents rôles incompatibles là, dans les rôles d'accès. Et M. Malenfant, quand il dit « j'aurais pas pesé sur le bouton si les documents n'étaient pas prêts », il dit ça à qui? Aux auditeurs externes. En fait, à tout le monde qui était à la rencontre, mais les auditeurs externes étaient là. C'est la rencontre avec les auditeurs, les vérificateurs externes. Puis, on n'a jamais... Je comprends qu'à votre départ, ces documents-là n'avaient pas été nécessairement... Les descriptions de processus avaient été... en fait, ils les faisaient une après l'autre. Ils les complétaient une après l'autre. Là, je ne pourrais pas vous dire s'il y en a qui n'étaient pas du tout commencés. Là. C'est ce que j'avais comme compréhension, c'est que les équipes devaient retravailler pour que ça corresponde à la réalité. Si, comme je vous dis, si les auditeurs voulaient réexécuter quelque chose, il fallait qu'ils suivent la recette, puis il fallait que ça corresponde dans le système. Fait que graduellement, là, durant l'automne, il y en avait une après l'autre là, qui était remise aux auditeurs. Mais c'est ça, ça a amené des délais quand même assez importants pour les auditeurs externes, là, même rendus
C'est ça, à l'automne, leur jeu d'essai, comme ils faisaient habituellement, là, il fallait trouver d'autres façons là, de les faire. Il fallait qu'ils acquérissent leur connaissance au fur et à mesure, en fait. Là. Tout ce que vous venez de dire, c'est quoi les impacts là, que ça peut avoir sur les états financiers de 2022-2023? 2022, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les états financiers parce que c'était dans l'ancien système. Donc ça, c'était possible pour les auditeurs d'aller consulter les données comme à l'habitude. Puis c'était les mêmes intervenants que d'habitude qui répondaient aux questions, qui fournissaient les documents. La seule chose, c'est que les gens sur le terrain se disaient « Quand on va passer en Go Live, est-ce que ça va être aussi facile d'aller consulter en lecture les anciens systèmes? » Finalement, je pense que les états financiers, de mémoire, c'est ça, ça a été pas mal déposé dans les dates. Donc, ça ne doit pas avoir accroché tant que ça. Par contre, en 2023, là, c'est une autre paire de manches. Là. En plus, quand ils commençaient à faire leur jeu d'essai, comme je vous dis, il y avait des erreurs là, qui popaient. Donc, pour eux, le niveau de risque augmentait significativement. Puis, il y avait des erreurs au niveau financier puis au niveau TI. Les contrôles généraux informatiques n'étaient pas bien décrits, ou des fois, ça ne fonctionnait pas, ou des fois, il y avait certains contrôles là, qui amenaient des risques très significatifs pour les auditeurs. Donc, ils devaient constamment réévaluer là, leur façon de faire. Je voudrais faire, Mme l'assistante greffière, là, si on peut aller rechercher la pièce 1P1, qui est le rapport du vérificateur général du Québec, au paragraphe 71. C'est à l'onglet 8 là, de votre cahier, la page 45 du rapport. On l'a à l'écran. Prendre le temps de lire 71-72. Je vais l'écrire. On va commencer avec 71, 72, on va y revenir dans quelques instants. Là, corrigez-moi, je me trompe, je n'ai pas votre expertise comptable et audit, mais est-ce que 71, dans le feu, c'est un peu le résultat de ce que vous dites, des difficultés auxquelles vous avez eu à faire face? Oui, notamment, là, je ne suis pas au courant de toutes les difficultés auxquelles ils ont fait face, mais oui, ça fait partie de ça. Mais l'impossibilité de formuler une opinion, c'est Oui. dans ce contexte-là. Oui. Bien, surtout d'obtenir, n'ont pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et appropriés. Ça veut dire que les tests qu'ils ont faits, les documents qu'ils ont eus, le travail d'analyse qu'ils ont fait ne leur permettait pas de s'assurer que les chiffres à l'état financier étaient fiables, finalement. Passez au prochain volet de votre témoignage sur les vérifications en lien avec la SOFIL. Oui. C'est quoi la SOFIL? La SOFIL, c'est la Société de financement des infrastructures locales. Comme on dit en bon québécois, qu'est-ce que ça mange en hiver? De mémoire, là, c'est que ça redistribue les fonds aux municipalités, aux organismes municipaux pour ce qui est des infrastructures locales, évidemment. Donc, par exemple, eau potable, eau usée, la gestion des eaux usées ou la voirie locale. Ça redistribue les fonds aux municipalités. Donc, le lien entre la SAC et la SOFIL, c'est la SAC est un agent percepteur, si on veut? Oui, exactement. En fait, la SOFIL avait de mémoire plusieurs types de revenus, mais une partie significative de ces revenus, c'était la SAC qui devait percevoir sur les certificats d'immatriculation les droits en lien avec les véhicules munis de phares cylindrés. Ça représentait, là, je pense, 2023-24, autour de 100 millions qui étaient perçus par la SAC et qui devaient être remis à la SOFIL. Évidemment, là, la SAC se prenait des frais d'administration en lien avec ça, donc c'est le net des deux qui était recueilli par la SOFIL. Et est-ce qu'il y a des obligations de la SAC par rapport à la SOFIL dans ce rôle d'agent percepteur-là? Oui, en fait, il y avait une entente qui était signée entre la SAC et la SOFIL là, qui a évolué dans le temps. Moi, j'avais
j'avais assisté en fait à une mise à jour. Là, je pense que c'est en 2021 que l'entente avait été remise à jour entre la SAAC et la SOFIL. L'entente était sous la responsabilité de la vice-présidence aux finances, mais c'était Nathalie Tremblay à l'époque, je crois, qui avait signé cette entente-là. Donc, ça venait étayer en fait là, la façon dont les droits devaient être perçus, les frais d'administration, qu'est-ce qui était permis que la SAC se garde, à quel moment ça devait être redonné à la SOFIL. Puis, il y avait un annexe aussi à cette entente-là qui détaillait les contrôles que la SAC devait appliquer pour s'assurer, en fait, que la SOFIL reçoive l'argent qui lui était dû. Et ça, c'est la SAC qui avait détaillé les différents contrôles qu'elle mettait en place là, pour s'assurer que ce processus-là se faisait adéquatement. Et puis, c'était écrit là, dans l'annexe que si les contrôles venaient à changer, bien, la SAC devait informer la SOFIL de tout changement. Il y avait aussi une clause importante dans cette entente-là, c'était que la SOFIL mandatait en fait la vérification interne de la SAC annuellement à faire un audit sur les sommes qui étaient remises à la SOFIL. On avait 3 objectifs d'audit de mémoire là, que je ne pourrais pas vous réciter comme ça, mais on devait annuellement faire un mandat. Donc, j'avais une collègue là, qui faisait ce mandat-là annuellement. Puis généralement, dans l'ancien système, là, ça allait bien. C'était vraiment un mandat plus facile. Ça roulait rondement. C'était les mêmes contrôles d'année en année. Tout allait bien, jusqu'à la L2. Quel rôle avez-vous été appelé à jouer par rapport à la SOFIL et suite à la L2 ou en marge de la L2? Bien, à partir de février 2023, là, quand c'est tombé dans le nouveau système, là, ma collègue qui faisait le dossier habituellement a eu besoin d'aide parce que ma collègue n'était pas CPA. Puis, plus que ça, c'est qu'à un moment donné, elle avait atteint une certaine limite là, pour dire que c'était plus complexe. C'était vraiment complexe d'aller comprendre comment les sommes reliées à la SOFIL transigeaient d'un module comptable à l'autre dans le nouveau système. Puis, c'est ça, juste pour préciser, en fait, le mandat de la SOFIL suivait l'année gouvernementale. Donc, c'était du 1er avril au 31 mars. Donc là, ce qui arrivait dans l'année 2023, au 31 mars 2023, c'est qu'on avait 10 mois qui étaient corrects pour nous, qui ne changeaient pas par rapport aux autres années, que les contrôles étaient appliqués tels que décrits dans l'entente. On n'avait pas retracé d'erreurs dans les tests qu'on faisait. Par contre, à partir de février, là, tout changeait. Premièrement, c'est ça, on n'avait même pas la description. On se rappelle, comme le VGQ, on n'avait pas plus la description du processus en lien avec cette perception de droit-là. Et puis, quand venait le temps de générer des tests, bien là, on avait remarqué des erreurs quand même importantes là, qui nous démontraient que les sommes qui devaient être perçues pour la SOFIL ne l'étaient pas toujours. Ou, en fait, on avait des erreurs dans les deux côtés. Soit que l'argent n'était pas perçu ou l'argent était facturé en trop au client. On en avait des deux côtés. Mais le problème principal qu'on avait vu, là, c'était qu'il manquait des sommes. Donc, pour nous, on ne pouvait pas vraiment conclure que tout était beau. Puis en plus, quand venait le temps de valider, moi, j'allais valider avec l'équipe de la VP Finance. Il y avait des gens qui s'occupaient de la perception qui étaient responsables, en fait, de faire le virement à la SOFIL à tous les mois. Bien, moi, quand j'allais voir avec cette personne-là, tu sais, comment ça se passait, je leur demandais de confirmer que les contrôles qui étaient dans l'entente étaient encore valides. Mais là, la personne n'était pas en mesure de me dire oui, ils fonctionnent tous, même qu'il y avait des contrôles qui avaient tombé avec le nouveau système qui n'était plus en place. Puis la SAC n'avait pas informé la SOFIL de ce changement-là. Puis est-ce que ces enjeux-là sont dénoncés à VPTI et ou au programme? Oui, les deux, en fait, c'est ça, comme je vous dis, vu qu'on travaillait beaucoup avec des ressources de la VP Finance, bien, nécessairement, le problème a monté en premier au niveau de la VP Finance. On a expliqué là, qu'est-ce qu'on remarquait au niveau des contrôles, puis là, quand on avait fait des extractions du système, puis je pense que c'était des gens de la perception qui faisaient des extractions du système. Puis là, on voyait qu'il y a des véhicules qui devaient être des véhicules munis d'un moteur de force cylindrée, que leur cylindrée était à 0. Puis là, je ne suis pas tellement une fille de véhicules. Là. À ce moment-là, M. Pelletier et M. Lapierre m'ont beaucoup aidé à cibler des véhicules qui étaient des moteurs de force cylindrée. Mais tu sais, par exemple, là, les pick-up étaient souvent... c'était ça qu'on remarquait qui était problématique aussi. Là. C'est peut-être pas la... Oups. Okay. C'est peut-être pas la raison pour laquelle le contrôle n'embarquait pas, mais
Par exemple, un Dodge Ram avec un moteur, je pense, un 6 cylindrés, ben, il apparaissait à 0 dans le système. Fait que ça faisait en sorte que les droits SOFIL n'étaient pas perçus. Puis, tu sais, ce qui arrive avec ces erreurs-là, c'est que si le client paye trop, souvent, il va le dénoncer. Il ne voudra pas payer pour rien. Mais à l'inverse, si le client n'a pas payé ce qu'il devait puis que ça représente des centaines de dollars, pour nous, c'était un risque important parce qu'on se disait, ils ne vont jamais lever la main, ces gens-là, pour dire, excusez, je dois de l'argent à la SAC. C'était très difficile d'aller chercher l'intégralité aussi de ces erreurs-là. Est-ce qu'une fois que les enjeux sont dénoncés, est-ce qu'on va vous dire quelle est la réponse? Est-ce qu'on vous dit que c'est réglé? Est-ce qu'on demande plus d'informations? C'est quoi la réponse? Bien, ils nous ont demandé, la VPTI surtout, là, c'était Caroline Foldaisbus qui s'occupait de ce dossier-là avec les gens de la tribu immatriculation de mémoire. Là. Bien, ils ont demandé des exemples concrets, évidemment. Là. Fait que nous, moi, j'imprimais la facture dans le système pour montrer que ça faisait pas de sens. En fait, c'était la fiche du véhicule qui était mal codée, finalement. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tant que le véhicule dans le système est mal codé, bien, il continue de vivre ce véhicule-là. Si je le transfère à quelqu'un d'autre, je le vends, par exemple, il continue d'être mal codé. Là. Fait que ça pouvait s'étirer dans le temps. Donc, on montrait ces preuves-là, puis on leur demandait, en premier, c'est une vraie erreur, là, parce que ça se pourrait qu'il y ait une exception à ça. Puis finalement, c'est ça, Mme Foldaisbus nous disait, c'est pas, tout est corrigé, on est au courant de ces cas-là, puis ils sont corrigés. Bon. Là, nous, on continuait nos travaux, on refaisait d'autres extractions, on arrivait encore avec la même problématique. Donc là, c'était bon, ça ne marche pas. On disait, on trouve encore des erreurs, et là, toute la chaîne hiérarchique se faisait. C'est-à-dire, nous, on montait ça à notre directeur, M. Pelletier, lui, soit qu'il parlait aux finances ou à la VPTI, puis ultimement, il montait ça dans ses statutaires à M. Ducharme. Puis là, il disait, on a encore trouvé des codes cylindrés à 0, c'est des droits quand même importants qui ne sont pas perçus. Puis là, M. Ducharme se revirait vers Mme Foldaisbus. Caroline, comment ça, c'est pas corrigé? Puis là, elle disait que c'était corrigé. Donc, ça tournait en rond comme ça. Puis à chaque fois, on lui réimprimait des cas très contemporains à M. Ducharme, puis au secteur des TI, pour prouver que finalement, la problématique, elle existait encore. Donc, ce qu'on en comprenait, en fait, c'est que quand Mme Foldaisbus disait que c'était corrigé, c'était du cas par cas qui était corrigé, mais la machine, elle générait encore les mêmes erreurs dans les mois suivants. Puis en fait, je pense qu'à mon départ, c'était encore là la problématique de mémoire. On demandait à Mme l'assistante greffière d'exhiber la pièce à l'onglet 3, qui est un échange courriel entre Mme Foldbusque, vous et et d'autres personnes, et M. Pelletier, je dirais, parce qu'il va répondre éventuellement, qu'on pourrait coter cet échange de courriel-là, daté de l'automne 2023, comme 43 P274. Donc, je vais vous commenter. Vous avez aussi à votre onglet 3, si vous voulez suivre. Mme l'assistante greffière va cheminer en commençant du bas vers le haut. Là. Vous commentez un peu l'échange qu'il y a avec Mme Foldaisbus, oui. Ah, c'est ça, mais déjà, on voit que c'était au mois de septembre, fait qu'on avait... habituellement, le mandat de la SOFIL était déposé en juin, mais là, dans le cadre de la transformation CASA, on avait demandé une extension à la SOFIL pour déposer plus tard. De mémoire, c'était en octobre. Donc, c'est ça, c'était un des échanges qu'on avait informé Caroline. Comme convenu, on lui avait envoyé 28 cas pour lesquels on avait trouvé des erreurs. Donc, c'était des extractions du système de la facturation des clients. En fait, ce qu'on s'attendait, nous, c'était d'avoir une explication par rapport à ça pour savoir est-ce que le cas est corrigé. Puis, nous, dans le cadre de notre mandat SOFIL, on devait valider que les corrections étaient bien faites. Donc, ce qu'on lui demandait au final, c'était d'avoir la preuve, en fait, que c'était corrigé, pas juste une confirmation verbale que c'était corrigé. Si on monte Mme l'assistante greffière. Vous pouvez diriger l'assistante greffière pour monter, oui. pour nous commenter, parce que je ne veux pas... Ah, bien là, est-ce que cette liste est finale? Effectivement, la liste n'était pas finale parce que c'était des échantillons, nous, qu'on sortait. Donc, on avait quelques cas au fur et à mesure, mais on n'était pas en mesure de conclure que c'était l'entièreté des erreurs qu'on avait ciblées dans notre échantillon. Donc, si on peut remonter, s'il vous plaît. Juste un petit peu encore pour avoir le début du courriel, s'il vous plaît.
Oups. Ah, donc, c'est moi qui lui réponds tout de suite Le début, après. c'est Oui. bonjour Caroline. OK, c'est parfait. Non, c'est ça, moi je confirmais que la liste n'était pas finale parce que nos analyses se poursuivaient. Puis en fait, ça, c'était un type d'erreur là, qu'on avait, mais en fait, là, les mois suivants nous ont permis de confirmer qu'il y avait d'autres types d'erreurs en lien avec les droits perçus pour la SOFIL. Puis c'est ça, comme j'ai expliqué, en fait, là, on demandait que pour chacun des cas, on voulait avoir la documentation, que c'était corrigé, là, la preuve ou des imprimes écrans, ou bref, des éléments probants qui nous permettaient de confirmer que c'était bel et bien corrigé. Puis là, c'était peut-être pas aussi clair que ça dans le courriel, mais en fait, nous, ce qu'on visait, c'est que la machine n'en reproduise plus des erreurs. Là. Ce qu'on voulait, c'est de voir que la problématique dans le système, elle était corrigée, pas juste les cas individuels. Vous pouvez remonter. Oui. Donc, c'est ça, Mme Foldaisbus qui répond. Ma compréhension était que ce sont des validations de conformité que vous faites pour la SOFIL et non un mandat d'audit. Peut-être qu'à ce moment-là, elle n'était pas informée là, que c'était en vertu de l'entente SAC-SOFIL qu'on avait ce mandat-là. Mais je pense que c'est dans l'autre courriel, juste au-dessus, que je lui explique là, notre mandat. Ah, c'est ça, là, j'étais venue camper là, dans quel but on demandait ces travaux-là. Donc, l'entente signée, SOFIL SAC exige une mission d'audit annuelle pour s'assurer du respect là, des conditions nommées à l'entente. La conformité, dans le fond, ça faisait partie, ça faisait partie intégrante de notre mandat d'audit. Puis, c'est ça, on faisait des tests là, de corroboration pour être en mesure d'émettre notre opinion. Puis c'est ça, là, un peu plus bas dans le courriel, là, en fait, je faisais référence, là, si c'était pas possible pour elle de nous envoyer là, toutes les descriptions des correctifs, ben, sinon, nous, on pouvait avoir accès aussi au système dans lequel elle documentait ça pour lui alléger un peu la tâche, alléger la tâche à ses équipes, puis qu'on ait consulté nous-mêmes les correctifs en lien avec ça. Mais on n'a toujours rien reçu comme preuve que c'était corrigé. Si on remonte. Bon, là, ça veut dire que c'est ça, la problématique se poursuivait dans le temps. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois, M. Ducharme est informé dans les statutaires avec M. Pelletier que la problématique était encore présente. Puis le premier réflexe à M. Ducharme, c'était de dire, ben Caroline m'a dit que tout était corrigé, comment ça vous arrivez encore avec ça? Fait que nous, on préparait des cas imprimés à M. Pelletier pour qu'il débarque dans le bureau de M. Ducharme en lui montrant que c'était des cas très contemporains là, qui dataient de la semaine dernière, par exemple. Puis là, il était en mesure de constater que le système générait encore l'erreur. Donc, c'est probablement suite à ça là, que Mme Foldaisbus a répondu j'ai su hier qu'il y avait d'autres cas en erreur, mais nous n'avons rien reçu de votre part. Mais ce n'était pas nécessairement mon devoir là, d'envoyer à chaque fois que je trouvais un écart, d'envoyer un rapport détaillé à Mme Foldaisbus. Par contre, on collaborait. Là, c'était quand même dans les discussions courantes de dire la problématique existe encore, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, elle me demandait, en fait, elle voulait avoir, de ce que j'en comprenais, l'intégralité des cas en erreur là, dans la journée même puisqu'un plan d'action sera requis, c'est parce que la VPTI, conjointement avec la vice-présidence aux finances, avait un plan d'action pour la production des états financiers. Donc, ça comprenait là, une explication là, des redressements qu'ils devaient faire dans le système qui impactaient les états financiers. Et là, suite à ce courriel-là, qui était quand même un peu plus insistant, mais là, mon gestionnaire a pris la relève pour répondre. Descendez, là, il y a la réponse que j'ai vue tantôt, puis j'ai pris de l'avance. Oui. M. Pelletier lui répond à Mme Foldaisbus. Exactement, oui. Ah, c'est le premier courriel en haut. Là. Parce que c'est ça, Mme Foldaisbus, à cette date-là, elle n'était pas VP, mais elle était quand même assez haut placée dans l'organisation. Donc, mon gestionnaire a cru bon de reprendre la balle au bon puis de lui répondre. Puis c'est ça, là, dans le premier paragraphe, là, on voit, je crois, la fin de la 3e ligne. Là, il n'est donc pas de notre responsabilité de fournir l'intégralité des cas en erreur. De plus, il serait difficile de prétendre à l'intégralité des écarts puisque le nouveau système en génère quotidiennement. Puis là, elle faisait un historique un peu des échanges qu'on avait eus. Et puis, c'est ça, nos analyses ont cependant permis de constater que les mêmes problèmes ne sont toujours pas réglés. Par exemple, des nouvelles acquisitions en septembre et octobre.
Puis dans l'avant-dernier paragraphe, là, dans le cadre de nos travaux, nous avons également partagé des exemples avec, ça c'est la finance, là, la vice-présidence, contribution d'assurance, finance, contrôle organisationnel de mémoire, qui nous a confirmé les rôles de la tribu finance et ceux de la direction générale des finances, ainsi que des échanges que ces équipes ont eus quant au traitement des écarts et des informations à fournir au comité d'audit en lien avec le plan d'action sur la production des états financiers. Comme je vous disais, là, à chaque comité d'audit, le CAPA demandait, les membres demandaient un suivi, dans le fond, du plan d'action pour produire des états financiers, parce qu'il n'y avait toujours pas d'état financier en bonne et due forme à ce moment-là. Donc, c'est ce concluait. Il est donc surprenant d'apprendre que tu as été informé seulement hier que d'autres écarts existent, parce que nécessairement, ça se parlait là, par le biais de d'autres dossiers. Puis c'est ça, on voit la dernière ligne, c'est ça, le PDG est informé de ça suite à une rencontre hier avec le PDG. Il a été convenu que ça, c'est la vice-présidence aux finances devait ajuster le plan d'action que vous faites conjointement. Donc, suite à, pas ces échanges-là, mais suite à cette situation-là, est-ce que vous allez, dans votre rapport de mission d'audit annuel de l'entente Sophil-SAC, vous allez mentionner ces anomalies-là? Oui, on se devait de le nommer. En fait, là, le rapport d'audit en lien avec la Sophil est envoyé directement à M. Marc Grandisson, là, qui est le président du conseil d'administration de la Sophil. Il y avait une copie qui est envoyée au ministère des Finances, je crois, ou c'était en copie conforme. Puis, habituellement, comme il n'y avait pas vraiment d'enjeu par rapport à ce dossier-là, on envoyait quand même une copie aux finances, à la VP Finances, mais il n'y avait pas d'action à accomplir. Par contre, cette année-là, ce qu'on a jugé pertinent de faire, c'est de faire la copie avec nos constats à M. Grandisson, à la Sophil, puis on a fait un duplicata, en fait, de ce rapport-là, sur lequel on a rajouté 2 recommandations à l'équipe adressée à la vice-présidence aux finances pour venir corriger le problème. Exhibé, si vous me permettez, M. le commissaire, l'onglet 3A, Mme l'assistante greffière. Donc, on va coter, c'est le rapport de mission d'audit annuel de l'entente Sophil-SAC, daté du 29 septembre 2023, sous la cote 43P275. Et on peut aller à la seconde page où on voit là, souligner les éléments que... les enjeux soulevés. Je ne sais pas si vous voulez commenter sur Je ne sais pas si c'est pertinent de regarder les objectifs d'audit qui sont juste avant, peut-être. Allez-y, pardon. Oui, donc en bas de la première page. Oui, exactement. De mémoire. Ouais, OK, c'est bon. Ça, en fait, Monsieur le commissaire, là, c'est le présent audit vise à s'assurer du respect des points suivants. C'était nos objectifs qui étaient nommés dans l'entente. Ce n'est pas nous qui les décidions à la vérification interne. Donc, on devait valider que la SAC s'était acquittée de ses obligations en vertu de l'entente, que les frais administratifs réclamés par la SAC à la Sophil respectaient les paramètres prévus. Puis, ce qui est important, c'est le 3e PICO, le système de contrôle en place à la SAC, tel que décrit dans l'annexe de l'entente demeure inchangé, tout changement devant être communiqué aux autorités de la Sophil. Ça, c'était les mots de la Sophil. Les mots de l'entente, en fait. Donc, si on poursuit, là, c'était nos constats qu'on avait faits par rapport à cette année financière-là. Donc, on était venu mettre en contexte quand même, là, depuis février 2023, la SAC vit une transformation numérique majeure touchant plusieurs de ses systèmes. Nos travaux d'audit ont permis de constater que, bien là, on venait camper que tous les 10 premiers mois n'étaient pas touchés par ça. Avec l'ancien système, les points ont tous été respectés. C'est à partir de février 2023 là, que ça se corsait. Bien que certains contrôles en place demeurent échangés, parce qu'il y en avait quelques-uns de mémoire, il y en avait 5 ou 6 là, dans l'annexe, donc il y en avait qui étaient demeurés inchangés. D'autres ont été modifiés ou annulés depuis le déploiement des nouveaux systèmes. Ces changements-là n'ont pas été communiqués à la Sophil. Ensuite, pour les mois de février et mars 2023, les nouveaux systèmes ne permettent pas de s'assurer de l'intégralité des droits qui devaient être perçus par la SAC. Nos analyses démontrent que des droits qui devaient être perçus ne l'ont pas été. Ça, c'est en lien avec les cas dont je vous parlais, notamment là, les transactions à zéro, les cylindres à zéro. Un écart de démarcation, ça, c'est que le montant avait été transféré dans le mois suivant. Là, donc, ça n'avait pas d'impact ultimement pour la Sophil. C'est juste qu'elle n'a pas reçu son argent en temps opportun. Elle l'a reçu un mois plus tard. Mais il fallait quand même le nommer vu que le montant était significatif. Par contre, là, elle avait bien reçu l'argent.
Et puis, on finit au 31 mars 2023, des problèmes de démarcation demeurent. Des transactions pouvant viser des droits à remettre à la SOFIL sont toujours en correction à ce jour. Par là, ce qu'on voulait dire, c'est que, en fait, il y avait des corrections à faire dans les dossiers des clients. Puis, ce qui arrive, c'est que la correction qu'on fait, si on se rend compte qu'il y a un écart dans le dossier du client, bien là, la correction, on la fait en date d'aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que ça s'apparente à la bonne année financière pour la SOFIL. La SOFIL ne reçoit donc pas l'argent en temps opportun. Elle la reçoit plus tard lorsque la correction est effectuée. C'est pour ça qu'on venait de dire des problèmes de démarcation. C'est que le droit pour la SOFIL était comptabilisé plus tard dans les livres de la SAC et donc remis plus tard à la SOFIL. Si on poursuit, des travaux sont en cours afin d'identifier et de corriger les écarts et de stabiliser les systèmes touchés par la transformation. Ça, évidemment, on fait référence là, au plan d'action qui est fait par la VPTI et la VP Finance là, pour corriger les écarts et stabiliser les systèmes touchés par la transformation. Ce rapport est destiné à la SOFIL, effectivement. Si on va à l'onglet suivant, onglet 3B, la pièce, ce qu'on va intituler là, note au comité actif, passif et audit du 5 octobre 2023, une note de M. Pelletier, qu'on va coter sur 43 P276. Donc, tantôt, vous avez parlé que sensiblement, c'est un copier-coller, sauf qu'il y a des recommandations ici, évidemment, qu'on n'a pas dans la note. Donc, si on peut aller à la fin de la seconde page, Mme l'assistante greffière. Vous nous parler un peu, commenter les recommandations qui sont faites, s'il vous plaît. Oui, bien, on avait deux principales recommandations. En fait, là, de ce que je vois dans la conclusion, c'est que ça avait été validé ou envoyé à la vice-présidence aux finances et à la VPTI, là, qui était la VP Expérience numérique. Donc, on avait deux recommandations principales. En fait, c'était la première, s'assurer que tous les droits qui auraient dû être perçus à ce jour soient comptabilisés correctement et remis à la SOFIL. Cette assurance. En fait, on peut vulgariser ça en disant corriger les livres. En fait, là, corriger les comptes clients puis corriger ultimement les livres comptables. Cette assurance-là doit comprendre notamment la validation des caractéristiques des véhicules associés au numéro d'identification avec celle de la base de données de décodage. C'est afin de s'assurer de l'exactitude et l'intégralité des droits SOFIL qui doivent être facturés et transmis. Ça, si je peux vous décoder ça, monsieur le commissaire, là, en fait, c'est qu'il y avait un contrôle, en fait, dans l'ancien système qui faisait en sorte que le numéro d'immatriculation du véhicule était automatiquement lié, si on veut, à la base de données qui est décrite là, la base de données de décodage Vintel. Je pense que c'est un équivalent du Black Book là, qui vient... c'est une base de données externe à la SAC puis qui vient s'assurer là, que les caractéristiques du véhicule sont adéquates. Donc ça, il y avait comme une corroboration qui se faisait automatique. Puis ça faisait en sorte qu'on échappait beaucoup moins d'erreurs. Et puis, dans les cas où, par exemple, un préposé, mettons, se trompait en mettant les caractéristiques du véhicule, si c'était fait à la main, bien là, il y avait un rapport d'erreur qui était produit quand ça ne corroborait pas avec les informations de ce système-là. Puis, il y avait un rapport d'erreur qui était analysé une fois par mois par quelqu'un à l'accès sécuritaire au réseau routier. Donc, on avait quand même un filet de sécurité. Là, ce qu'on comprenait, puis ce qui avait été validé aussi par les secteurs, c'était que ce contrôle-là n'existait plus dans CASA. Donc, il n'y avait plus l'arrimage avec la base de données externe pour valider que les caractéristiques étaient les bonnes du véhicule et donc que les droits se percevaient tels que prévus. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on avait des erreurs au niveau des cylindrées. Donc, ça, c'était la première recommandation. Au moins, c'est ça, il devait en fait réintégrer ça là, ou trouver un équivalent, mais s'assurer que c'est ça, corriger les livres, s'assurer que les droits étaient perçus et comptabilisés et remis à la SOFIL. Deuxième recommandation, bien là, on était au niveau de la vice-présidence aux finances, là, aux contributions d'assurance, finances et contrôle organisationnel, doit s'assurer de l'efficacité des contrôles mis en place afin que tous les droits SOFIL soient perçus, comptabilisés correctement et remis tels que prévu dans l'entente. De plus, tout changement au contrôle mentionné dans l'entente doit être communiqué. En fait, ce qu'on disait, c'est, premièrement, dites à la SOFIL ce que vous avez changé dans vos contrôles, puis assurez-vous de vous assurer de l'efficacité des contrôles à l'avenir. C'est en 2 étapes. Il y a 2-3 petites questions avant de prendre la pause. Je vois l'heure qui passe, je m'excuse. À votre connaissance, qu'est-ce qui est advenu, dis-je, du suivi de ces recommandations-là, les 2 recommandations? Mais là, ce rapport-là est au mois d'octobre. Et comme je vous disais un peu plus tôt, là, au mois de février, le comité d'audit nous demandait un suivi de toutes les recommandations qui étaient actives. Donc, ce dossier-là en faisait partie.
Moi, juste avant de partir, là, je pense que j'avais travaillé sur le suivi des recommandations, donc j'étais allée valider avec l'équipe de la vice-présidence finance, puis on avait aussi le plan d'action sur la production des états financiers qui était fait conjointement avec la VPTI. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose d'avancé relativement à ces recommandations-là qui étaient émises. Dans notre suivi des recommandations, en fait, on a conclu que la première recommandation était en progrès insatisfaisant parce que là, il commençait à corriger les livres, mais tu sais, c'est très, très long. Il faut penser que c'est les gens de la SAC, les employés qui corrigent cas par cas chacun des dossiers. Puis si comme je vous disais tout à l'heure, si le véhicule a changé de main ou tout ça, bien, il faut le suivre. Là, ça devient un travail colossal de retracer l'historique des événements de chacun des cas en problème. Donc, la première est en progrès insatisfaisant, mais il y avait quand même démarré des démarches. C'est pour ça qu'on appelait ça progrès insatisfaisant. Puis la deuxième, bien là, on avait créé une nouvelle catégorie, en fait. On avait créé la catégorie « Aucun progrès » parce qu'il n'y avait absolument rien qui était fait par rapport à ça au moment où on faisait le suivi. Et tantôt, on a vu le paragraphe 72 là, du rapport du vérificateur général. Donc, je comprends que la remarque-là au paragraphe 72 de la pièce 1P1 réfère à cette problématique-là. Oui, bien, ultimement, nous, en fait, là, il faut comprendre que tous nos travaux à la vérification interne étaient regardés par les auditeurs externes. En début de mandat, là, ils nous demandaient de tout leur fournir qu'est-ce qu'on produisait à l'interne. Ils avaient accès à tous nos travaux comme ils voulaient. Donc, ils étaient au courant de ce suivi-là. Ils savaient que les problématiques étaient encore en vigueur. Ils ont vu le suivi des recommandations aussi. Puis, eux, de par leurs travaux, parce qu'ils en font aussi là, au niveau de la perception dans le cadre de la vérification des états financiers, bien, il est en mesure de constater les mêmes problèmes que nous. C'est pour ça là, que ça a amené en fait une réserve au niveau des états financiers de la SOFIL pour venir en cohérence avec ce qu'on aimait. Puis qu'est-ce qu'eux observaient surtout. Et avant de prendre la pause, à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres problèmes similaires avec la perception d'autres droits de la SAC suite au déploiement d'L2? Bien, c'est sûr, notre mandat était essentiellement là, sur les droits SOFIL. Par contre, vu le type de véhicule pour lesquels il y avait des droits perçus pour la SOFIL, bien, souvent, on avait la taxe de luxe qui rentrait en ligne de compte. C'était les véhicules de plus de 40 000 puis souvent, ce qu'on voyait, c'est que la taxe de luxe non plus n'était pas perçue. Là. Fait que, ça commençait à être quand même significatif parce que là, si on dit ben, c'est 1%, je pense, de ce qui dépasse 40 000 on avait des véhicules de luxe, là, je suis encore là, demandez-moi pas de dire le modèle, s'il vous plaît, monsieur le commissaire, mais on avait des véhicules de plus de 100 000 là, vraiment, qui étaient et des forts cylindrés et des véhicules de luxe, puis que le client avait ultimement épargné plusieurs centaines de dollars, là, puis comme je vous dis, si la fiche du véhicule n'est pas corrigée, ça continue de se poursuivre le temps qu'il renouvelle son immatriculation ou qu'il vend son véhicule à quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez colossal là, d'aller recorriger tout ça. Puis, c'est ça, comme mon ancien directeur disait, on s'enfergeait dans la taxe de luxe en même temps qu'on regardait les droits à sa fille. Donc, monsieur le commissaire, je vois qu'il est 11h07. On pourrait peut-être reprendre à 11h25. 11h30. 11h30, parfait. Parfait. Veuillez vous lever pour jusqu'à 11h30.